Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on lance une nouvelle rubrique intitulée Les Hommes de l'Ombre. Même en suivant la F1 au plus près, on ne connaît qu'une dizaine de personnes par équipe, alors quand on passe au grand public, il n'y a qu'une poignée de têtes connues. Mais dans le paddock, il y a des centaines de personnalités qui mériteraient d'être plus connues, d'être plus mises en avant, et c'est justement ce qu'on va tenter de faire ici, faire découvrir des personnalités peu connues, malheureusement. Ah oui, ça s'appelle Les Hommes de l'Ombre, mais homme est à prendre au sens d'humain, car on inclut bien évidemment les femmes, et d'ailleurs j'en ai plein à vous présenter. Bref, je pense que vous avez compris le principe, c'est parti. L'homme dont on va parler aujourd'hui a la chance d'être un peu plus médiatisé que les autres car il est sur le devant de la scène. Oui, vous l'avez compris, il est chez Mercedes. Quand on pense au récent succès de la marque allemande, qui vient en tête en premier? Hamilton bien sûr, mais après Toto Wolff, ok, Nico Rosberg, ouais, Valtteri Bottas forcément, et ensuite, je pense que le cinquième homme le plus connu c'est James Allison, le directeur technique. Pour autant, il reste un nom obscur pour le grand public, alors laissez-moi vous expliquer son histoire. Enfant, il est le fils d'un soldat de la National Air Force et donc il voit beaucoup d'avions et d'engins. D'ailleurs, si ses yeux ne l'en avaient pas empêché, il aurait bien aimé poursuivre une carrière de pilote. Mais très vite, il se découvre un attrait pour la mécanique et l'ingénierie, même si après son cursus universitaire, il se demande un peu quoi faire. Et finalement, de manière assez simple, il se rend compte qu'il aime bien la F1 et se dit qu'il va envoyer quelques CV, on ne sait jamais. Et le pire, c'est que ça marche. Deux équipes lui répondent. Il y a tout d'abord McLaren, ou plutôt la messagerie automatique de McLaren qui accuse de la bonne réception de son CV. Mais ensuite, il y a surtout Benetton chez qui il décroche un contrat. Il dira plus tard qu'il a été très chanceux et qu'il a été pris car son dossier était au-dessus de la pile, mais on peut affirmer pour lui qu'il a été pris pour d'autres bonnes raisons. L'humilité et l'humanité sont deux composantes très importantes de la vie de James Allison, mais nous allons voir ça plus tard. Lorsqu'il débarque chez Benetton en 90, elle n'est pas encore la grande équipe qu'elle va devenir, mais sous les ordres de Flavio Briatore, elle commence à se faire un nom. Le jeune James a un tout petit rôle à côté de son mentor Ross Brawn, mais pourra quand même côtoyer des pilotes comme Nelson Piquet ou Alessandro Nannini et verra les débuts de Michael Schumacher. Mais en 93 et 94, il ira vivre une aventure avec l'éphémère écurie française Larousse qui naît du rachat de Lola puis de Venturi et qui ne restera pas longtemps. Là-bas, c'était un autre monde, beaucoup plus amateur. Allison raconte qu'ils étaient seulement une petite cinquantaine, divisée entre l'équipe de course et l'équipe technique. Dans des locaux très moyens, Allison se forge une expérience avant de retourner chez Benetton en 95. Il connaîtra donc le deuxième titre de Schumacher et le premier de Benetton. Si son rôle reste mineur, il va bientôt avoir la possibilité de devenir un acteur important dans une grosse écurie. À la fin des années 90, Benetton perd doucement en performance et Schumacher est parti chez Ferrari avec Ross Brawn. Fin 99, Allison décide de les rejoindre. Chez les Rouges, il sera un des hommes clés du système Brawn et va, pour la première fois, avoir un impact direct sur ce qu'il se passe en piste. Il décrira ses 5 années à Maranello comme intenses et super excitantes. Et on comprend puisqu'il a connu 5 titres en 6 ans et des moments assez uniques. Après avoir connu des moments exceptionnels chez Benetton puis chez Ferrari, Allison veut encore monter en grade et donc il va retourner chez Benetton qui s'appelle à présent Renault. Et devinez quoi? Eh bien il va encore gagner. En 2006, il est dans l'équipe qui donne à Alonso son deuxième titre mondial. Mine de rien, en 11 ans, il vient de gagner 7 titres pilotes et 7 titres constructeurs. Pas mal. Il restera chez Renault jusqu'en 2013 et c'est là qu'il va devenir un homme de tout premier plan en obtenant les postes de concepteur et de directeur technique. Pour schématiser, c'est désormais lui qui supervise la conception des voitures, qui insuffle une dynamique, qui prend les décisions et qui dicte son projet pour la nouvelle voiture. Ainsi, il est le responsable de la création de la R30 de 2010 et de la R31 de 2011, deux voitures qui auront des résultats corrects. Par la suite, Renault deviendra Lotus, mais son rôle restera le même. Il conçoit les E20 et E21 de 2012 et 2013 qui finiront 4e du général et gagneront 2 grands prix avec Kimi Raikkonen. Après ces beaux accomplissements, James reçoit une offre qu'il ne peut pas refuser. Ferrari veut qu'il revienne. Lorsqu'il revient chez les Rouges en 2013, il trouve une équipe très différente de celle qu'il a laissée en 2005. Schumacher, Ross Brawn et Jean Todt ne sont plus là et leur absence se ressent. La Scuderia manque de structure. Tout est délité, l'équipe est dissipée, désordonnée. James dira que la compagnie est trop instable et qu'elle est loin de cocher toutes les cases pour gagner. À ses yeux, les échecs d'Alonso ne sont absolument pas une surprise.
Petit à petit, James va commencer à faire sa place jusqu'à obtenir le rôle de concepteur pour la saison 2015. C'est donc à lui qu'on doit la SF15T, celle avec laquelle Sebastian Vettel a remporté ses premiers succès chez Ferrari. Avec son CV et ses réussites passées, Allison inspire confiance et Mauricio Arrivabene lui donne les pleins pouvoirs pour repartir de zéro pour la monoplace de 2016. La SF16T est donc basée sur les idées de James, mais malheureusement il n'aura pas le temps de la développer. En effet, après le Grand Prix d'Australie, sa femme Rebecca décède. Comme on peut l'imaginer, c'est un drame qui va marquer profondément la vie de James et de ses enfants. À cause des troubles qu'il rencontre dans sa vie personnelle, il prend du recul avec la F1 jusqu'à quitter Ferrari. En 2017, après un temps de pause, c'est Mercedes qui saute sur l'occasion et l'engage pour remplacer Padillo. Et la suite, on la connaît, Allison devient un des personnages clés des succès de Mercedes en tant que directeur technique et il apporte tout son savoir-faire à une machine déjà bien installée. Mais pourtant, tout avait mal commencé puisque voici sa première rencontre avec Lewis Hamilton. Avoir un nouveau directeur technique, ce n'est pas rien, il faut apprendre à le connaître et surtout à lui faire confiance car ce poste est primordial. Ainsi, quand Hamilton voit Allison pour la première fois, il ne s'attend pas à ce que celui-ci lui dise « Vous les pilotes, vous êtes vraiment des tarés ». Allison l'avait dit de manière positive, il voulait complimenter Hamilton car il avait vu des choses incroyables sur les datas, mais vous avouerez que pour un premier contact c'est assez rude. Après ça, les deux hommes n'ont plus eu l'occasion de se parler pendant un petit moment, mais James a reçu la visite de Toto Wolff qui lui a dit que Lewis l'avait trouvé particulièrement cavalier et bizarre. Un peu gêné, il attend donc la prochaine occasion pour parler au champion du monde et pour tout mettre à plat. Mais quand ils se recroisent à l'usine, il n'a pas le temps de parler qu'Hamilton lui dit « Toutes mes condoléances pour votre femme ». Ce geste a profondément touché James qui a l'habitude d'être seul dans sa tristesse. La petite discussion qui suivra se terminera par une blague. Hamilton dit à Allison que s'il souhaite retrouver quelqu'un, il ferait mieux de ne pas la traiter de taré au premier rendez-vous. Et voilà donc la carrière de James Allison. On parle d'un mec qui a derrière lui 30 ans de F1 et pas n'importe où puisque chez Benetton, Ferrari et même un peu chez Renault, il a connu les sommets et a fait partie d'aventures extraordinaires. Il a également beaucoup appris, surtout aux côtés de Ross Brawn et après 15 ans passés en tant que suppléant, il est devenu le chef chez Renault, puis chez Lotus, puis chez Ferrari et enfin chez Mercedes où il connaît à nouveau des années fastes. Difficile de dire quelle est sa réelle influence dans ses succès. Lui le premier a tendance à minimiser son rôle, mais ça c'est sûrement car c'est une des personnes les plus humbles et collectives du paddock. Il ramène toujours les choses à l'équipe dans sa globalité, rappelle sans cesse que c'est un tout et déteste qu'on dise qu'une voiture qu'il a designée est la sienne. Quand on y réfléchit bien, en plus de ses qualités d'ingénieur absolument évidentes et grandioses, Allison incarne parfaitement l'esprit qu'il faut avoir pour gagner. Son intelligence combinée à sa maturité lui permettent en permanence de pousser pour la perfection. Il se focalise toujours sur ce qui n'est pas au top pour tenter de l'améliorer. Par exemple, l'an passé, il a donné une interview après 4 doublés pour Mercedes et la seule chose qu'il dit c'est « on n'est pas au niveau, il faut qu'on bosse encore plus, sinon on va avoir de grandes déconvenues ». Ça vous montre un peu l'intelligence du bonhomme, l'envie qu'il a et je pense que c'est ça la clé de la réussite. Au passage, toutes les qualités que je viens d'énumérer, c'est exactement ce qu'il n'a pas trouvé quand il est revenu chez Ferrari en 2013. Certainement un hasard. À 52 ans, Allison est donc totalement accompli mais pas rassasié. Il se dit heureux de son parcours et chanceux d'être parmi les 10 directeurs techniques de la grille. Peut-être est-ce le moment pour un jeune de faire sa place, mais pour l'instant James veut continuer à faire ce qu'il aime, repousser les limites de la Formule 1. Avec tout ce que je vous ai raconté, j'espère que vous avez compris pourquoi j'avais envie que James Allison soit le premier personnage de cette saga. Si son parcours est absolument fascinant et incroyable, j'ai surtout l'impression que l'être humain est fantastique. Et c'est ça l'idée d'Homme de l'Ombre, découvrir des personnalités qui ne sont pas mises en avant par le système de la Formule 1, mais qui le mériteraient totalement et qui sont fascinantes. La discrétion d'Allison est au moins aussi grande que son importance et que son talent, et je pense qu'il aurait beaucoup de choses à nous raconter sur la Formule 1. Avant de conclure, une réflexion m'est venue. On s'interroge souvent sur le futur de Toto Wolff ou de Lewis Hamilton, mais la grande question n'est-elle pas plutôt quel sera le prochain défi de James Allison? Comme il le dit lui-même, c'est très dur d'estimer l'importance d'un directeur technique dans une équipe, mais je ne peux pas croire que James est étranger à tous les succès qu'il a connus, et encore moins à ceux acquis chez Mercedes, où on voit simplement à sa façon de parler qu'il est le garant de beaucoup de choses positives. Et puisqu'on est au petit jeu des suppositions, je me demande ce qui se serait passé s'il avait pu rester chez Ferrari en 2016. Loin de moi l'idée de dire que tous les succès de Mercedes seraient devenus ceux de Ferrari, mais ce qui est sûr c'est que James a été
coupé dans son élan et qu'avec le recul ça peut paraître très frustrant. Voilà mesdames et messieurs, le premier épisode d'Homme de l'ombre s'achève, j'espère qu'il vous aura plu et que vous en aurez appris des choses sur James Allison. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, c'est très important pour moi, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à aller voir les réseaux sociaux qui sont dans la description ou à faire un tour sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout n'oubliez pas, comme disait presque Enzo Ferrari, le plus important c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.